Quelle est la meilleure société pour se lancer en e-commerce? Quelle structure juridique ouvrir pour créer votre boutique sur Amazon FBA ou sur Shopify? Dans cette vidéo, je vais vous aider à y voir plus clair en comparant les différentes options qui s'offrent à vous en fonction de votre situation et de vos objectifs et en prenant en compte les spécificités d'un business e-commerce. Alors pour ça, je vais passer en revue les statuts de la micro-entreprise, de l'EURL, la SARL, et je vais aussi aborder le sujet épineux des sociétés offshore. Les structures dont je vais parler s'adressent principalement aux résidents français, mais je vous donnerai aussi des alternatives équivalentes pour les résidents canadiens, belges et les Suisses. Et avant de rentrer dans la comparaison de ces différentes structures, voici les points que je vais couvrir dans cette vidéo. Les démarches et frais d'ouverture de chaque structure, la charge administrative et les frais de maintenance annuels, la fiscalité au niveau de l'entreprise et de revenus personnels, et enfin à quel profil s'adresse chacune de ces différentes options. Vous verrez que la vidéo est divisée en plusieurs sections que vous pourrez retrouver juste en dessous dans la barre de lecture, et je vous donnerai des ressources tout au long de la vidéo pour accélérer vos démarches avec des professionnels. Bienvenue sur Liberté Digitale. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je m'appelle Sébastien et je suis vendeur Amazon FBA depuis 6 ans. J'ai vendu pour plus de 7 millions d'euros sur la plateforme à ce jour et je continue de développer mon business au quotidien qui devrait atteindre les 3 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. C'est ce qui m'a permis de devenir libre géographiquement et financièrement. Grâce à ça, j'ai pu quitter mon job, voyager dans une vingtaine de pays et je peux maintenant travailler depuis n'importe où dans le monde. Sur cette chaîne, je vous montre comment j'ai fait et la réalité du business Amazon FBA pour que vous puissiez atteindre vos objectifs à votre tour. C'est parti, j'ai pris quelques notes pour que la vidéo soit plus facile à suivre et pour que tout soit plus clair pour vous. Donc, quelle société choisir quand on veut se lancer en e-commerce aujourd'hui? La première structure que je vais aborder, c'est celle de la micro-entreprise. La micro-entreprise, concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une structure qui va être extrêmement simple, extrêmement rapide et surtout gratuite à ouvrir, ou en tout cas extrêmement peu chère si vous vous faites aider. Au niveau de la charge administrative pour la micro-entreprise, eh bien, elle est extrêmement légère. Toutes les procédures sont simplifiées au maximum. Vous n'avez par exemple pas besoin de faire de bilan comptable et la déclaration se fait simplement. En fait, vous déclarez votre chiffre d'affaires. En plus de ça, vous n'avez pas besoin de vous enregistrer à la TVA jusqu'à un certain montant, donc jusqu'au seuil de 91 900 euros de chiffre d'affaires. En dessous de ce seuil, vous n'avez pas besoin d'être enregistré à la TVA. Donc c'est vraiment une structure intéressante pour se lancer rapidement, à moindre coût. Et en termes de frais de maintenance annuels, eh bien, ils sont quasiment à zéro. Alors maintenant, au niveau de la fiscalité de la micro-entreprise, comment est-ce que vous êtes imposé sur votre activité? Alors tout d'abord, il y a les cotisations sociales qui sont calculées directement sur votre chiffre d'affaires qui sont de 12,3%. Si vous êtes éligible, vous pouvez aussi disposer d'un dispositif qui s'appelle l'ACRE où vous avez un rabais, on va dire, une réduction de 50% de vos cotisations sociales pendant la première année. Donc ça, vérifiez si vous êtes éligible, ça peut être très intéressant pour réduire vos cotisations. Ensuite, il y a la partie impôt sur le revenu. Alors comment est-ce que c'est calculé? Eh bien, il y a deux options concrètement qui sont utilisées. La première option, ça va être de déclarer vos revenus de votre micro-entreprise directement dans votre déclaration de revenus personnelle au sein de votre foyer fiscal. Et là-dessus, il y a un abattement de 71% sur votre chiffre d'affaires. Donc pour calculer le revenu imposable que vous devez déclarer dans votre déclaration de revenus personnels. Et il y a une autre option qui s'appelle l'impôt libératoire et ici vous payez 1% de votre chiffre d'affaires. Là aussi il y a des conditions d'éligibilité, mais si vous prenez cette option, eh bien, voilà, dépendant de votre foyer fiscal, dépendant de votre imposition globale, eh bien, ça peut être très intéressant et ça permet aussi de simplifier encore une fois les démarches encore plus. Finalement, troisième type d'imposition, c'est la CFE, la cotisation foncière des entreprises. Donc toutes les entreprises doivent payer cette cotisation foncière même si vous travaillez depuis chez vous. Donc là, la CFE va dépendre de la commune dans laquelle vous êtes enregistré. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de micro-entrepreneurs qui vont se domicilier à Paris, tout simplement parce que la CFE est beaucoup moins chère à Paris. La CFE est calculée en fait par rapport au nombre d'entreprises qui sont établies dans une certaine commune. Donc voilà. Donc regardez dans votre situation ce qui est le mieux pour vous. Et il y a aussi une possibilité d'exonération de cette CFE pendant la première année, mais c'est pas automatique, il faut la demander. Pour nos amis canadiens, belges et suisses, il y a toujours une alternative dans votre pays qui se rapproche beaucoup de la micro-entreprise. Donc au Canada, ça va être l'entreprise individuelle ou sole proprietorship en anglais. Vous avez l'entreprise individuelle aussi, l'EI en Belgique et finalement l'entreprise individuelle aussi en Suisse avec certaines caractéristiques fiscales et des plafonds, ce genre de choses qui vont être différents, mais globalement c'est la même idée que la micro-entreprise française. Alors maintenant, à qui s'adresse la micro-entreprise? À mon avis, la micro-entreprise, c'est une bonne structure pour les entrepreneurs qui souhaitent se lancer, qui sont débutants, qui n'ont pas encore d'expérience dans le milieu du business,
qui veulent se lancer surtout rapidement, à moindre frais, parce que comme on l'a vu, que ce soit en termes de frais d'ouverture, de frais de maintenance, c'est extrêmement léger. Ça peut être une bonne idée d'utiliser une micro-entreprise, que ce soit par exemple pour tester un nouveau business model, pour faire vos premiers pas dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est beaucoup plus facile à gérer, beaucoup plus abordable voilà, à gérer qu'une société par exemple. Au niveau des charges administratives, c'est extrêmement, elles sont extrêmement réduites. Vos obligations au niveau de la comptabilité, de la TVA sont extrêmement simplifiées, et vous avez aussi une imposition qui, elle aussi, est simplifiée. Donc voilà, c'est une bonne option. Après, il y a quand même plusieurs limitations. La première limite ici, ça va être le fait que vous avez un plafond. Le plafond dépend de la catégorie d'activité que vous faites avec votre micro-entreprise. Mais ici, forcément, je parle pour du e-commerce, donc de la vente de biens. La limite est de 188 700 € sur une année. Donc là, on parle de chiffre d'affaires. Donc c'est raisonnable pour pouvoir se lancer, mais c'est vrai que c'est le genre de chiffre qu'on peut très vite dépasser en e-commerce. La deuxième grosse limitation de la micro-entreprise, et ça c'est vraiment valable pour toutes les entreprises individuelles, c'est que vous n'avez pas de responsabilité limitée. C'est-à-dire que vous n'avez pas de différenciation, de protection entre votre entreprise et vous, vos actifs personnels. Donc en cas de gros problèmes, en cas de litige, en cas de procédure judiciaire par exemple, eh bien ça peut causer un problème. Troisième limite, troisième désavantage on va dire de la micro-entreprise, c'est que vous avez une imposition qui est basée sur le chiffre d'affaires. Alors certes, elle est simplifiée, elle est réduite, mais forcément quand on fait du commerce, eh bien le chiffre d'affaires est élevé, et ensuite eh bien là-dessus on va faire une marge qui va être entre 15, 18, 20, 22, 25%. Donc forcément on préfère être imposé eh bien sur nos bénéfices directement et pouvoir optimiser notre fiscalité de cette manière-là. Donc ici c'est pour ça que je pense que ça s'adresse à un profil d'entrepreneur qui souhaite se lancer, qui souhaite un petit peu expérimenter avec quelque chose de nouveau, tester, et puis ensuite faire une transition vers un différent type de société pour optimiser le business. Donc idéalement, si vous êtes intéressé par le statut de la micro-entreprise, ce que je vous conseille, c'est de débuter en micro et puis de passer en société par la suite. C'est quelque chose qui est totalement possible. Vous pouvez faire vos premiers mois, tester un petit peu le business model, puis vous passez en société, vous ouvrez une société et vous faites le changement. Au niveau d'Amazon, on me pose souvent la question, il n'y a vraiment aucun problème normalement à faire un changement de statut. Il y a une procédure dédiée dans votre seller central. Et si vous avez tous les documents, et normalement il n'y a vraiment aucun problème, c'est rapide et c'est fluide. Alors maintenant on va s'intéresser à la deuxième structure qui est la SAS ou la SASU. Donc pour vous donner un aperçu global de cette structure, eh bien c'est une société, c'est le type de société qui va être souvent le plus utilisé par des e-commerçants, par des vendeurs e-commerce. Donc soit vous êtes seul, c'est-à-dire que vous allez être en SASU, ou vous avez des associés, au moins 2 personnes, et vous avez une SAS. Ici, quand vous créez une société de ce type, eh bien, vous allez déposer du capital. Donc chacun des associés ou vous-même si vous êtes tout seul, vous allez déposer du capital qui va être le capital de la société. Vous allez ensuite rédiger des statuts qui vont régir en fait le fonctionnement de votre société. C'est surtout utile si vous êtes à plusieurs associés, mais dans tous les cas, vous allez avoir besoin de statuts. Et vous avez ensuite une plus grosse flexibilité sur la manière dont vous allez vous rémunérer en tant que dirigeant ou en tant que salarié. Ici, étant donné que vous êtes en société, vous allez avoir une imposition qui va être sur le bénéfice de votre activité et non sur le chiffre d'affaires. Et vous avez aussi le gros avantage d'avoir une responsabilité limitée. Alors maintenant, pour ouvrir une SAS ou une SASU, quelles sont les démarches, quels sont les coûts? Forcément, ça va être assez différent par rapport à une micro-entreprise. Au niveau des coûts d'ouverture, vous allez avoir la rédaction des statuts et ensuite l'enregistrement de la société. Donc dépendant du prestataire avec lequel vous passez, ou alors un cabinet comptable ou un avocat, ça va vous coûter entre 400 € vraiment au minimum et 1200 €. Soit dépendant d'où vous le faites, ça peut même vous coûter plus cher si vous avez vraiment des statuts qui sont extrêmement compliqués à rédiger. Mais en général, pour un business e-commerce classique, si vous êtes seul ou avec un associé, vous allez être autour des 400 à 500 €. Et dans la description de cette vidéo, je vous mettrai le lien d'un partenaire avec qui on travaille et qui ouvre beaucoup de sociétés pour nos membres. Évidemment, ils font ça à un prix extrêmement attractif, aux alentours de 400 €. Ensuite, il faut prendre en compte les coûts de gestion. Donc d'abord, vous allez avoir des coûts de comptabilité qui sont sans doute les plus gros coûts que vous allez avoir pour la gestion d'une société. Donc ici, pour un business e-commerce avec pas mal de transactions et souvent voilà, des déclarations de TVA, vous allez être entre 90 et 120 € par mois pour un cabinet de comptable en ligne. Encore une fois, ici, on a un prestataire avec qui on travaille et qui s'occupe de la comptabilité de tous nos membres qui ont des sociétés en France. Donc, je vous recommande, de passer par eux si vous êtes intéressé. Et à ce niveau-là, je pense que c'est vraiment important d'être accompagné par des spécialistes qui comprennent le business e-commerce.
qui ne sont pas forcément le comptable de votre village qui a jamais entendu parler d'Amazon ou de Shopify. Vous allez aussi avoir des frais de domiciliation, donc comptez entre 15 et 30 euros par mois en fonction du service que vous voulez utiliser. Alors maintenant, on arrive au sujet de la fiscalité pour la SAS ou la SASU. Donc déjà, il va y avoir l'impôt sur les sociétés. Donc comme je l'ai dit, ça va être calculé sur le bénéfice comptable de la société. Donc après la finalisation du bilan comptable de votre société par votre comptable justement, vous aurez le bénéfice annuel de votre société et l'IS sera calculé là-dessus. En France, l'IS est de 25%. Vous pouvez bénéficier d'un taux réduit pour les petites et moyennes entreprises avec 15% d'IS justement sur les 42 500 premiers euros de bénéfices. Donc ça peut être intéressant quand vous vous lancez. Au niveau de la rémunération, quand vous avez une société, vous avez globalement deux options. En tout cas quand vous êtes en SAS ou en SASU. La première option, c'est de vous verser un salaire de dirigeant. Donc ici, eh bien, en société de ce type, ça ne va pas forcément être la manière la plus optimale parce que vous allez avoir des cotisations sociales, salariales et patronales à payer sur votre salaire de dirigeant. Donc forcément, avec ça, vous allez aussi avoir accès à la sécurité sociale, au régime général, donc le chômage, retraite, etc. Et en plus de ça, eh bien, le salaire que vous versez sera lui aussi soumis à l'impôt sur le revenu, donc à l'IR, quand vous allez faire votre déclaration de revenus personnels. La manière la plus optimisée de vous payer en SAS ou en SASU va être de vous verser des dividendes. Là, vous allez avoir une flat tax de seulement, entre guillemets, 30% qui va s'appliquer sur vos dividendes. Si cette méthode de rémunération ne vous convient pas et que le fait de vous payer seulement en dividendes eh bien, ne vous arrange pas ou que vous préférez avoir plus de flexibilité là-dessus, il y a une autre alternative, un autre type de société, c'est la SARL ou la EIRL. Là aussi, comme la SAS, comme la SASU, vous avez une responsabilité limitée, vous êtes imposé sur le bénéfice et vous n'avez pas de plafond de chiffre d'affaires. Donc à ce titre-là, c'est une société. Il y a quelques autres différences, mais la différence majeure ici va être au niveau de la rémunération par rapport à une SAS. Si vous versez un salaire de dirigeant avec une SARL, eh bien ça va être plus avantageux. Vous allez cotiser au régime des travailleurs non salariés, le TNS, donc vous ne serez pas au régime général de la sécurité sociale. Vous aurez globalement des cotisations sociales qui vont être moins élevées sur les salaires que vous versez en tant que dirigeant. En revanche, les dividendes seront moins bien optimisés. Vous avez la flat tax et vous aurez aussi des cotisations sociales à payer sur vos dividendes. Donc dépendant du type de rémunération et de la flexibilité que vous souhaitez dans la rédaction des statuts de votre société, eh bien, vous pouvez choisir une SAS ou une SARL. Si vous êtes au Canada, eh bien, dans ce cas-là, ce sera une société par action qui sera l'équivalent d'une société comme une SAS française ou une corporation en anglais. En Belgique, eh bien, ce sera une société par action simplifiée et en Suisse, ce sera une société à responsabilité limitée, une SARL. Alors, à quel profil s'adresse ce type d'entité légale? Eh bien, à mon avis, c'est pour les entrepreneurs qui souhaitent déjà avoir une protection de leurs actifs personnels, avoir une responsabilité limitée. Vous n'engagez que le capital que vous déposez dans l'entreprise. Mais au-delà de ça, je pense que quand on prend en compte les démarches, les coûts et la charge administrative, eh bien, c'est une option qui va être la meilleure pour les entrepreneurs qui souhaitent réellement investir dans leur activité et qui souhaitent démarrer sur une base solide sans avoir à changer par la suite. Mais c'est aussi pour les entrepreneurs qui veulent optimiser leur fiscalité localement, on va dire, sans délocaliser leur entreprise et qui sont, pour moi, qui sont sérieux, qui ont une vision long terme pour leur business ou alors qui ont déjà un peu d'expérience dans le milieu. Donc voilà globalement les trois options qui s'offrent à vous si vous comptez rester en France, ouvrir une société, en tout cas une entreprise en France. Maintenant, on va parler du sujet des sociétés offshore, des sociétés qu'on ouvre à l'étranger dans un pays qui est différent de celui dans lequel on réside. Alors déjà, pourquoi est-ce que les sociétés sont si attractives? Pourquoi est-ce que tout le monde en parle sur YouTube, sur les réseaux sociaux? Eh bien, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est les promesses de ne pas payer d'impôts ou de payer très peu d'impôts. Souvent, on parle quand même de 0%. La deuxième chose, ça va être des démarches qui sont soi-disant express, faciles et abordables, pas dire extrêmement peu chères. Et finalement, il y a parfois sur certaines structures des promesses d'anonymat qui justifient plus ou moins directement ou indirectement bien, des pratiques moins légales. Donc les options les plus populaires, celles dont on entend le plus parler, ça va être la LLC aux États-Unis, la LLP, la LTD au Royaume-Uni, la LTD à Hong Kong, et puis il y a ensuite d'autres entreprises en Estonie, en Bulgarie, à Malte, à Chypre, des pays européens réputés pour leur fiscalité plus avantageuse que la France. Donc ça, c'est le constat de départ. Vous avez sans doute déjà aperçu ces options. Peut-être que ça vous a intéressé, peut-être que vous vous êtes dit
bah tiens, c'est vrai qu'au lieu de créer une société en France, eh bien je vais créer une LLP au Royaume-Uni ou une société à Hong Kong, aux États-Unis ou en Estonie. Maintenant, quelle est la réalité de ça et quelles sont les considérations fiscales à prendre en compte? La première chose, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas cette notion pourtant très simple, c'est que si vous avez une société offshore, une société dans un pays autre que la France, mais que vous résidez en France ou dans un autre pays du même type, si vous êtes en Belgique, Suisse, si vous êtes au Canada, ce sera exactement les mêmes règles, eh bien tout simplement ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir votre activité dans un pays offshore et continuer à vivre en France, opérer, gérer le business depuis la France. Tout simplement, ce n'est pas possible, que ce soit la France ou un autre pays, eh bien, via différentes règles, que ce soit les règles CFC, les règles d'établissement stable. Dans tous les cas, vous devrez déclarer bien les bénéfices de votre entreprise en France, vos revenus personnels, et si vous ne le faites pas, eh bien, vous êtes en train de faire de la fraude fiscale malheureusement. Sinon, voilà, ça serait un petit peu trop facile. Je pense que tout le monde aurait sa société dans un paradis fiscal. Personne n'aurait de société en France. Du coup, une fois qu'on a dit ça, eh bien, la seule réelle solution, si vous voulez avoir une entreprise offshore, eh bien, c'est de s'expatrier. Ou de s'expatrier fiscalement. Donc à partir de là, on peut se demander si les sociétés offshore sont réellement fonctionnelles. Et ici, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui parlent d'un objectif d'expatriation. Ils veulent se lancer en ligne, ils veulent voilà, lancer leur boutique e-commerce et ils ont comme but de s'expatrier coûte que coûte, ce que je peux comprendre. Maintenant, ce qu'il faut garder en tête, ce qu'il ne faut pas oublier, ici on parle de choses réelles, c'est que lancer un business e-commerce, eh bien ça prend du temps. C'est environ 6 à 12 mois minimum, et j'insiste là-dessus, avant de pouvoir se rémunérer. Et quand je dis voilà, c'est vraiment un minimum. Et donc dans cette situation, si vous débutez à peine, si vous créez votre premier business, eh bien si vous créez une société offshore et que vous restez en France et que vous êtes imposé en France, eh bien vous allez vous retrouver dans une situation qui va être extrêmement peu optimisée. Vous allez payer dans la majorité des cas plus d'impôts et vous allez vraiment vous compliquer la vie à tout un tas de niveaux. Alors que la seule chose sur laquelle vous devriez bien concentrer vos ressources, c'est réellement faire décoller votre business et pas essayer d'optimiser un business qui aujourd'hui n'existe pas. Payer 0% d'impôt sur 0 € de chiffre d'affaires, on est d'accord, ça fait 0. Un autre point important qui est très rarement pris en compte va être le profil de votre entreprise. Quand vous créez une société offshore, que vous habitez en France ou même que vous habitez à l'étranger, peu importe, eh bien malheureusement, dans la plupart des cas, ça va être fait de manière extrêmement rapide, basique, et donc vous avez un montage offshore qui va être bancal, et donc voilà, vous avez quelque chose qui, encore une fois, est très bancal par rapport à si vous avez une société, par exemple en France, une société locale, en bonne et due forme, et donc demandez-vous quelle impression vous allez faire auprès des banques, auprès d'Amazon, auprès de vos partenaires business, dans tous les cas. En fait, vous vous exposez à des problèmes que vous n'imaginez pas forcément encore, mais des choses qui vont vous ralentir le développement de votre business. Ça peut être des choses comme ouvrir un compte en banque dans une vraie banque, ça peut être ouvrir un compte Amazon avec certains types de sociétés, avec certains montages. Eh bien, Amazon n'aime pas, vous allez avoir beaucoup plus de documents à donner, parfois des documents que vous n'aurez pas, et donc voilà, j'ai vu des gens être bloqués dans cette spirale infernale pendant des mois et pendant ce temps évidemment le business n'avance pas, rien n'est créé, rien ne décolle, vous vendez aucun produit. Donc encore une fois, attention à ne pas vouloir optimiser trop tôt, optimiser un business qui n'existe pas. Et finalement, dernière chose à laquelle peu de gens pensent aussi, c'est la gestion ensuite réelle, c'est-à-dire au quotidien d'un business e-commerce quand vous avez une société offshore dans une juridiction un petit peu plus compliquée à gérer. Par exemple, toutes les démarches administratives, les enregistrements, que ce soit à la TVA, à la REP ou EORI pour avoir votre numéro EORI, toutes ces choses-là vont être plus compliquées. Eh bien, si vous avez une entreprise américaine, si vous avez une entreprise basée à Hong Kong, plutôt que si vous avez tranquillement, j'ai envie de dire, une société en France et que vous habitez en France. Croyez-moi, les démarches seront largement plus compliquées. Pareil pour l'accès à certains services requis pour votre entreprise ou parfois pas forcément requis mais qui peuvent bien aider comme des assurances, de l'accès au crédit, ce genre de choses. Voilà. Vous ne pourrez pas avoir accès au crédit si vous avez une société à Dubaï, si vous avez une société aux États-Unis ou à Hong Kong et que vous venez de la créer avant-hier. C'est juste pas possible pendant les prochaines années et même ça va être très compliqué dans tous les cas d'avoir accès au crédit pour vous développer. Alors ok, je dis tout ça sur les sociétés offshore, mais quel est mon avis concrètement? À mon avis, créer une société offshore, c'est un très bon outil si vous planifiez de vous expatrier et que vous expatriez dans un pays qui offre un cadre fiscal avantageux. Parce que forcément, si vous expatriez ensuite en Espagne ou si vous expatriez aux États-Unis, eh bien, avoir une société offshore dans un paradis fiscal ne va pas franchement vous aider. Ensuite, une autre chose à garder en tête, c'est que le choix de la société, à mon avis, doit dépendre de là où vous voulez
allez vivre, vous voulez vous expatrier. Vous n'allez pas avoir les mêmes options, ou en tout cas les mêmes options optimales de société offshore ou onshore d'ailleurs, si vous expatriez dans un autre pays européen, si vous expatriez aux Émirats ou au Paraguay. À chaque fois, il va y avoir différentes manières d'optimiser votre montage pour que société plus perso égale le meilleur montage possible. Et dernière chose, c'est que l'étape numéro 1, c'est de construire des fondations solides. Il y a beaucoup de gens qui ont un projet d'expatriation, mais la réussite de ce projet d'expatriation va dépendre de la réussite de votre business. Si vous n'avez pas de business, si vous n'avez pas de revenus en ligne, eh bien, vous ne pouvez pas vous expatrier, ou en tout cas pas dans les meilleures conditions, et certainement pas là où vous le voulez. Et donc là-dessus, si vous comptez rester en France pour développer votre business, pour continuer de gagner un salaire à côté pendant que vous êtes en train de développer votre business, pour minimiser vos coûts aussi, parce qu'on oublie parfois que l'expatriation, c'est quelque chose qui coûte cher, entre l'obtention d'un visa ou d'une résidence, le fait de déménager, le fait de s'installer dans un nouveau pays, parfois dans des pays qui vont coûter plus cher, dépendant de là où vous vivez actuellement. Dans tous les cas, si vous prévoyez de passer la prochaine année, les 2 prochaines années peut-être, en France, afin de développer votre business pour ensuite pouvoir vous expatrier dans les meilleures conditions, eh bien, dans ce cas-là, la création d'une société locale, en France par exemple, sera plus facile à mon avis, plus optimisée et vous permettra de développer votre business plus rapidement et donc de vous expatrier ensuite dans les meilleures conditions et dans les plus brefs délais si tel est votre souhait. Ensuite, si vous êtes déjà expatrié, ou alors que vous comptez partir, mais vous avez déjà un plan très précis, vous partez dans les 6 à 12 prochains mois grand maximum, alors je pense que oui, ça peut faire sens d'ouvrir une société qui va être optimisée pour votre prochain pays de résidence. Donc là, encore une fois, ça peut être une société dans ce même pays. Par exemple, si vous partez aux Émirats et que vous ouvrez une société aux Émirats, eh bien, ça ne sera pas une société offshore, ça sera une société locale parce que vous aussi, vous résiderez aux Émirats. Ou alors, ça peut être une société offshore si votre pays d'expatriation s'y prête bien en termes de montage global. Et finalement, n'oubliez pas, quand vous créez une société, une nouvelle société, peu importe où, n'oubliez pas votre profil d'entreprise, le fait de travailler avec des experts, le fait de ne pas tout faire à la va-vite avec des prestataires qui vont créer une société avec n'importe quoi, avec aucune substance, avec absolument rien du tout. Évitez ce genre de création de société parce que vous allez juste avoir beaucoup plus de problèmes par la suite, que ce soit avec les banques, avec Amazon, avec tout un tas de choses différentes. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, eh bien j'en parle plus longuement dans une interview avec Rémi. Je vous mettrai le lien juste en dessous dans la description de la vidéo. Rémi est spécialiste en ouverture et déblocage de comptes sur Amazon. Il en a vu de toutes les couleurs et une grosse partie de la conversation se focalise sur ce sujet, sur la création d'entreprises offshore quand elles sont mal faites et tous les problèmes que ça peut engendrer. Donc allez voir cette interview si ça vous intéresse. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à le laisser juste en dessous dans la section commentaires. Je prends le temps de lire et de répondre à tout le monde. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos sur comment créer et gérer son business sur Amazon FBA.